Mesdames, Messieurs, nous sommes à 14h05 et nous avons déjà plus de 60 participants présents en ligne. Nous pensons que nous pouvons commencer. Bienvenue à la quatrième session de webinaire sur l'IA organisée par l'AWEF. Et aujourd'hui, encore une deuxième fois, nous sommes accueillis au sein de l'Université de pédagogie de Ho Chi Minh Ville. Notre cher intervenant, Monsieur Jean-François Van der Poel de l'Université de Lausanne, continue sa troisième présentation. C'est aussi la dernière intervention dans le cadre de ces webinaires sur l'évaluation dans l'enseignement supérieur avec les outils IA. Je lui laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Alors, vous voyez dans la salle, vous voyez également devant la caméra. Et donc, nous allons pouvoir commencer aujourd'hui un travail commun, un travail ensemble autour d'une thématique qui est la première thématique qui a inquiété beaucoup d'enseignants et d'enseignantes lors de l'arrivée massive de ChatGPT en novembre 2022, c'est la question de l'évaluation. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est trois moments sur lesquels on va travailler ensemble. Un moment, on va questionner un petit peu les évaluations qu'on fait actuellement et leur niveau de fragilité. Un deuxième moment où on fera une étude de cas, je vous présenterai l'histoire d'un enseignant qui ressemble à pas mal d'enseignants que j'ai rencontrés, et on verra un petit peu si les problèmes qu'il rencontre ressemblent aussi aux problèmes qui sont les vôtres. Et ensuite, on finira par la présentation d'un modèle que je développe depuis 2 ans, qui circule beaucoup, notamment en France, qui s'appelle le modèle Praxia, qui est l'adaptation des positionnements des pratiques d'évaluation à l'ère de l'IA. Alors, on commence toujours les sessions avec un petit sondage. Et donc, je vais partager avec vous un écran et également un lien. Donc, je rappelle aux collègues qui n'ont pas l'habitude, je vais vous donner un lien qui est un lien WooClap. Moi, je démarre l'événement. Voilà. Et donc, vous pouvez scanner le QR code ou pour les collègues qui le souhaitent, vous pouvez. Je cherche la fenêtre de chat. Est-ce que c'est possible que j'ai quitté Zoom? Oui, attends, je dois me reconnecter à Zoom, désolé. Un tout petit instant, parce que mon inscription avait disparu. Donc, je me reconnecte dans Zoom. Voilà. Et donc, attends, j'ai perdu quelque chose. Je suis en train de chercher. Voilà, désolé, j'ai retrouvé ma. Voilà, je vais vous mettre du coup le lien WooClap également ici. Et donc, je vous rappelle, toutes les questions que je vais vous poser, je vous demande de répondre dans l'application. Je ne garde aucune donnée personnelle. Et donc, il vous suffit soit de scanner le QR code que je vous ai partagé, soit venir ici. Je vois qu'il y a 17 participants. On va attendre que les collègues aussi en ligne nous rejoignent. Donc, cliquez sur le lien et vous aurez un écran d'attente qui va vous permettre d'attendre la prochaine question qui va arriver. Et nous pourrons commencer comme ceci un premier sondage sur vos pratiques et les questionnements actuels. Alors, 18 participants, donc c'est important que tout le monde se connecte parce que c'est sur base de ces réponses qu'on construira aussi la suite du webinaire. Je vais attendre comme on est beaucoup plus.
dans la salle, donc on va attendre que les collègues se rejoignent et laisser le lien ouvert sur WooClap, puisque nous aurons l'occasion d'y revenir à 2 reprises lors de ce webinaire. Et donc, vous avez le lien dans le chat. On va attendre d'avoir au moins 35-40 personnes. C'est important qu'on puisse avoir un maximum de collègues qui nous rejoignent. Voilà, on y arrive tout doucement. Et je rappelle que les réponses sont anonymes, donc ça sera l'expression de vos positions, mais elles seront partagées de manière anonyme. Si prenez le temps, mais allez-y, c'est important. Une fois qu'on sera connecté, nous pourrons continuer. Voilà, on est 40 pour moi, c'est le minimum, on y va. Alors, première question, elle est assez simple. Elles sont à la fois en anglais et en français. Quel est votre niveau de maîtrise de l'IA générative? Est-ce que vous êtes novice, initié, praticien, avancé ou expert? Et donc, donnez-moi votre position en termes de maîtrise de l'IA générative selon vous. Il vous suffit de cliquer sur la réponse dans l'application WooClap et d'envoyer votre réponse et on va voir ensuite ensemble. On a 20 réponses, 21, on va attendre d'avoir au moins 30, 40. Hein. Je peux montrer la réponse. Oui. Alors, on voit que la plupart d'entre vous, la majorité, se positionnent entre initiés et praticiens. Alors, comme je dis à chaque session que je fais, tant ici qu'ailleurs d'ailleurs, c'est extrêmement important que vous appreniez à maîtriser l'IA parce que vos étudiants l'utilisent beaucoup. Et donc, si vous voulez apprendre l'esprit critique à vos étudiants et étudiantes, et si vous voulez également qu'ils soient capables d'être bien encadrés, ben, c'est à vous aussi de devenir aussi plus habitués à cette technologie. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et je vous demande, là j'ai mis 12 types d'évaluations que l'on peut faire à l'université. Cochez celles que vous utilisez. Et vous pouvez en cocher autant que vous utilisez. Est-ce que c'est un examen écrit surveillé? Est-ce que c'est un test de connaissance genre QCM, un examen oral, une dissertation, une étude de cas, un travail écrit à domicile, un rapport de laboratoire, un projet, un travail de groupe, un portfolio, une présentation orale ou un mémoire, un travail long. Et donc, je vous demande de cocher toutes les formes d'évaluation que vous utilisez à l'heure actuelle. Et je montrerai les premières réponses quand nous aurons au moins 25-30 réponses des participants en ligne et dans la salle. On y arrive tout doucement. On va pouvoir bientôt montrer les réponses, mais les gens peuvent continuer à répondre, bien entendu. Alors, on voit que, évidemment, beaucoup d'examens écrits surveillés, des QCM, des tests de connaissances, des examens oraux, dissertations. Et si on essaie de mettre dans l'ordre, on arrive plus ou moins à une utilisation de pas mal de ces sortes. Alors, je vais laisser encore une petite minute pour les collègues qui n'ont pas encore répondu, voir s'ils veulent encore répondre, parce que plus on a donné, plus on pourra travailler ensemble par la suite. Et maintenant, la question suivante que je vous pose, on a peut-être 30 réponses.
N'oubliez pas de cliquer sur envoyer quand vous avez cliqué les bonnes réponses. Voilà, encore une pour passer à la question suivante. Et comme ça, nous aurons assez de données pour travailler. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous demander, vous avez, pour tous les types d'évaluations qui ont été cités auparavant, quel est le degré de fragilité de chaque format par rapport à l'IA? Un, c'est pas fragile, ça veut dire que l'examen peut être réalisé et le résultat de l'examen, il est fiable parce que on a pu contrer un usage de l'IA. A, très fragile, parce que très fragile, c'est difficile pour nous de valider un examen, de estimer qu'il est fiable si on a le doute de ne pas pouvoir contrôler avec certitude un usage ou non de l'IA. Et donc, sur une échelle de 1 à 4, positionnez-vous en estimant la fragilité de chacun des formats d'évaluation qu'on a indiqués ici ensemble. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Quand vous parlez dissertation, de QCM, d'examen, c'est en amphi, enfin dans une salle, c'est pas à domicile. La dissertation, c'est pas quelque chose qu'ils font à la maison. Voilà, oui, c'est ça. La dissertation, le QCM, ce sont des choses qui sont dans la salle. Merci. D'accord, 5. 4. Il y a 4 niveaux. 1, 2, 3, 4 normalement. Il a mis les 4. Ah, mettez 5. Alors, considérez que le 1, c'est pas du tout fragile et le 5, c'est très fragile. Parce que l'ICAR, c'est 6 normalement. Alors, je remets le lien Ourta pour les collègues qui nous ont rejoints après. Comme ça, vous pouvez toujours nous rejoindre pour la suite des questions. Alors, j'ai 19 réponses. Je vais toujours attendre qu'on en ait 25 pour vous montrer les premiers résultats et 30 pour passer à la question suivante. Alors, encore deux petites réponses pour montrer un petit peu la répartition des collègues. 24, 25, voilà. Alors, on va regarder un petit peu les résultats. Et on se rend compte que finalement, un examen écrit et surveillé, c'est finalement peu fragile, d'après vous. Un questionnaire du QCM, c'est plus fragile. Un examen oral, c'est moins fragile. En fait, l'oral arrive en numéro 1 comme le plus sûr. L'examen écrit surveillé en numéro 2. Ensuite, on a la présentation orale qui est au même niveau. Et ensuite, on a des chiffres variables, QCM, examen oral, etc., etc. OK, très bien. Alors, on est à 30, donc je passe à la question suivante. Maintenant, est-ce que vous avez déjà mis en place dans vos évaluations quelque chose qui permet de protéger
de l'IA. Et donc, est-ce que vous avez déjà mis en place quelque chose dans vos évaluations en réponse à la présence de l'IA? Et là, vous pouvez mettre autant de réponses que vous voulez ou liker la réponse d'un collègue ou d'une collègue. Et donc, en gros, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place face à l'IA dans vos évaluations? Plus d'examens oraux, on voit déjà un collègue qui a dit ça. Ah, en effet, supprimer les téléphones, ordinateurs, outils permettant l'accès Internet en présentiel lors des examens. Examen sur place en faveur de la spontanéité. Et en anglais aussi, hein, comme vous mettez dans la langue que vous voulez, même en vietnamien si vous le souhaitez. Classe inversée, préparation de la maison, présentation orale en classe sans notes. OK. Un examen oral. OK. Pas d'outil informatique. OK. On leur demande aux étudiants quelle partie de leur travail a été réalisée avec l'aide de l'IA. Je laisse encore 2 petites minutes. Mettre en avant, en effet, la résolution de problèmes, l'esprit critique, une défense orale qui permet en effet de vérifier ces éléments-là. OK, mais écoutez, ce sont déjà des bonnes pistes de travail que des collègues ont déjà mis en œuvre. Et en fait, les résultats de ce sondage, je les passerai aussi aux collègues qui pourront vous les remettre à la fin de ce webinaire. Je propose maintenant qu'on regarde ensemble un petit peu les premières réflexions qu'on peut avoir par rapport à cela. Et donc, je vais partager ma présentation. Voilà. Ah, attendez, c'est pas celle en français, c'est voilà, on y arrive. Voilà, vos pratiques aujourd'hui. Et ça, on a fait un petit sondage, hein, on a vu la maîtrise de l'IA, vos formats, leur fragilité, les pistes que vous avez évoquées. Mais on va voir qu'il y a certaines pistes qui sont les pistes les plus empruntées et qui sont peut-être pas les plus intéressantes à suivre dans un long terme. D'abord, le fait de tout ramener au présentiel. En présence de l'IA, beaucoup d'universités dans le monde ont tout de suite pris les décisions d'augmenter la part des examens en présentiel dans lesquels on peut surveiller les étudiants, souvent comme à Oxford, avec un crayon et un papier
et plus aucun ordinateur. Alors, pourquoi c'est une impasse? Ben, si vous voulez, quand on utilise le présentiel, on va être capable de mesurer des travaux. Ah, ok. Alors, attends. Excusez-moi, la présentation est en anglais. Oui, alors, attendez, on va refaire un partage, voilà. Il y a eu un petit souci tout à l'heure. Merci du renseignement. Alors, voilà. Normalement, c'est tout bon comme ça. Vous me garantissez. Oui, on est là. Donc, le problème, c'est que finalement, sur une épreuve écrite qui est surveillée, on va dire que si on dépasse les 4 heures, c'est un peu épuisant pour un étudiant. Et sur 4 heures de temps, on ne sait pas mesurer des compétences de très haut niveau. On va mesurer peut-être la capacité de traduire un texte d'une page, peut-être une dissertation de 3 pages, mais il n'a pas de ressources à disposition. Et les travaux intellectuels de long terme sont ceux qui sont les plus hauts niveaux au niveau intellectuel. Et donc, bannir ces travaux et ramener un maximum au présentiel, c'est peut-être pas une bonne idée parce que finalement, ça nous permettra plus de développer des compétences de haut niveau chez nos étudiants, le long corpus, les projets d'ampleur, l'écriture dans la durée. Par contre, ce qu'il faut se poser comme question, c'est dans mon cours, quels sont les acquis essentiels théoriques que mes étudiants doivent maîtriser et se dire que ça, oui, je peux les mesurer, écrit, papier, surveiller, être sûr qu'ils le maîtrisent. Et donc, si le présentiel, on va le garder, il reste très important, mais on va plutôt l'utiliser pour, quelque part, vérifier la compétence essentielle de mon celle sans laquelle l'étudiant ne maîtrise pas les compétences plus complexes. L'autre idée qui revient, c'est justement croire que finalement, tout mesurer sous surveillance suffit à se régler la question. Les enseignants qui ont rencontré des problèmes se rendent compte que les notes des étudiants descendent. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que l'étudiant n'utilise pas l'IA à l'examen qu'il ne l'utilise pas pour étudier à la maison. Et donc, si vous ne discutez pas avec l'étudiant sur les risques de trop étudier avec l'IA, ben, il étudie à l'IA à la maison. Et quand votre examen, il est là, il n'a pas d'IA devant lui, ça devient une catastrophe. Et donc, il faut entraîner les étudiants pendant vos cours aussi à faire des exercices où, en effet, il n'y a rien à côté d'eux et leur montrer que, ben, avec l'IA, tout a l'air simple. Ça développe un sentiment de maîtrise, un faux sentiment de maîtrise, mais on ne travaille pas en profondeur une matière dont on ne maîtrise pas. Alors, ça paraît quelque part très logique, mais il faut leur dire, il faut leur démontrer afin qu'ils en prennent compte aussi. Et donc, cadrer, expliquer en effet les usages autorisés, c'est quoi les points éthiques, un mécanisme réflexif, pas de délégation ultime sans vérification, etc., etc. On voit aussi une des réponses après les examens surveillés qui est la plus citée parmi vous aussi. Finalement, on va ériger l'oral comme une parade unique. Mais l'examen oral, c'est le format d'examen qui a le plus grand nombre de biais. Quand vous interrogez un étudiant, en fonction de la manière dont il se présente physiquement, en fonction de son accent qui vient de la province ou de la ville, en fonction de son genre, une femme, un jeune homme, une jeune femme, en fonction de votre état à vous, parce qu'entre interroger à 8 heures du matin et voir le 17e étudiant à 14 heures, on n'est plus la même personne non plus. Et donc finalement, oui, l'oral c'est bien, mais c'est pas le remède non plus à tous les problèmes. Et donc c'est plutôt, comme quelqu'un d'entre vous l'a mentionné, utiliser l'oral comme un révélateur ciblé, une défense, un travail qui pourrait être défendu, mais pas un travail. On va se rendre compte que si les étudiants passent des oraux où ils peuvent préparer à la maison, ils vont tout faire avec une IA et ils vont faire le perroquet devant vous. Ils vont répéter tout ce que l'IA a fait. Donc l'oral, il faut vraiment le garder, pas pour une présentation, mais pour un dialogue, pour des questions et des réponses, un challenge. C'est la seule manière avec laquelle vous pourrez vérifier qu'ils apprennent quelque chose et pas uniquement avoir quelqu'un qui vous répète pendant 20 minutes ce que l'IA lui a dit à la maison. Alors, aussi, on ne peut pas ne faire qu'à toucher à l'évaluation. Parce que finalement, on déplace l'alignement pédagogique. Ça, je vais en parler plus loin aussi. Si on touche à l'évaluation, on touche sur les objectifs. Si on touche aux objectifs, on touche aux maîtrises, aux méthodes d'apprentissage. Donc, on ne peut pas toucher l'évaluation seule. Et ça, c'est justement la suivante, c'est que finalement,
Si vous changez votre modalité d'évaluation, automatiquement, ça change les objectifs et les compétences de votre cours et ça va changer les méthodes de travail. Pourquoi c'est important? On le verra aussi un peu plus loin dans le séminaire, c'est que finalement, si vous décidez d'autoriser un usage IA, vous devez développer des compétences IA de vos étudiants pour que ça soit équitable. Et donc, quelque part, l'objectif de votre cours, il est modifié. Si l'objectif de votre cours est modifié, ben, du coup, par exemple, prenons l'exemple d'un examen sans IA, ben, dans votre méthode de travail, vous devez proposer des moments sans IA dans vos cours. Donc, quelque part, on ne touche pas à l'évaluation seule. Si on touche à l'évaluation, ça influence tout l'alignement pédagogique de votre cours. Autre chose que j'avais dite lors de la session précédente, que je rappelle ici, c'est que depuis 3 ans, on place l'humain et l'IA dans cette notion de dualité. IA ou l'humain contre l'IA, alors que c'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse, puisque de toute façon, on va vivre avec, et ça, on n'a pas le choix. Et donc, le pour-contre, il est assez stérile. Et il faut plutôt se poser la question, c'est humain seul ou IA seul, c'est pas une bonne symétrie. Interdire, c'est pas une solution. Tout déléguer, c'est un risque énorme. C'est pas une solution non plus. Et quelque part, les gens qui tentent de détecter la présence d'un écrit IA vont rapidement se tromper, puisqu'en fait, il y a autant d'outils qui cachent l'écriture IA que de détecteurs qui arrivent. C'est un peu comme le dopage dans le sport. Donc, c'est pas une piste qui va fonctionner. Et donc, l'important, c'est d'apprendre à l'être humain à utiliser l'IA de manière intelligente et correcte. Et là, il y a 3 façons de voir les choses. Il y a la séparation, c'est ce qu'on connaît actuellement, c'est l'humain ou l'IA qui fait, on cloisonne chacun de son côté. Il y a le centaure, où là, quelque part, les tâches sont réparties, chacun a son domaine. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le cyborg. Et donc, c'est l'humain multiplié par l'IA. Et donc, le geste, il est fusionné, il est piloté et vérifié par l'humain, mais il est amplifié par l'IA. On peut faire plus de calculs plus rapidement. On peut faire de la programmation informatique d'interface d'apprentissage beaucoup plus rapidement, etc., etc. Et donc, il faut assumer cette hybridation vers un niveau 2 ou un niveau 3. Parce que finalement, le but, c'est pas de choisir un camp, mais le but, c'est d'apprendre à nos étudiants et étudiantes qui sont des êtres humains à rester au volant des choses quand ils touchent à l'IA. Autre chose aussi qui est important, c'est que finalement, si on voit la relation pédagogique dans cette notion hybride entre l'humain et l'IA, on se rend compte qu'il y a 4 dimensions qui apparaissent. Et moi, j'aime les présenter un petit peu comme une baguette jambon beurre, pour faire une allégorie française aujourd'hui, et se dire que finalement, au départ de toute action, il y a la compétence critique essentielle. Et donc, quand je vais commencer une action avec une IA, est-ce que je maîtrise les compétences essentielles, le socle incontournable de la tâche que je vais entamer? Si je ne le maîtrise pas, je dois m'arrêter là. Parce qu'alors, je vais produire des choses que je ne suis pas capable de contrôler, et donc ça, je ne vais pas apprendre non plus. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de très intelligent. Deuxième niveau, c'est de se poser des questions. Pour la tâche en question, la traduction par exemple, c'est quoi la capacité IA? L'IA, qu'est-ce qu'on peut lui confier? Et puis, face à face, il y a cette littératie IA. Pour utiliser à bon escient les capacités qu'il y a, je dois développer une littératie IA. Choisir le bon outil, le bon prompt, connaître les impacts sur l'esprit critique. Enfin, toutes ces choses-là, c'est de la littératie IA qu'il faut maîtriser. Et enfin, je termine par la capacité humaine distinctive. C'est quoi l'apport propre de l'humain à la fin dans l'écriture, dans tout travail, dans toute tâche? Et là, on va voir ici les exemples. Alors, compétences critiques essentielles au niveau des savoirs et méthodes, on a la culture disciplinaire, les paradigmes de nos champs de savoir, l'évaluation des sources, la triangulation pour vérifier en effet que la source est correcte, le raisonnement logique, la vigilance épistémique, et on a pas mal de cadres qui existent pour maîtriser ça. Et donc, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que quelque part, ça va nous pousser, nous, enseignants et enseignantes, à nous dire, OK, pour cette tâche-là, qu'est-ce que je veux que mes étudiants maîtrisent de manière critique et essentielle? Et ça va peut-être nous aider à séparer les compétences critiques essentielles de celles qu'on peut accepter qu'elles soient déléguées. Par exemple, si je prends l'exemple d'un logiciel de traitement de l'image, comme Photoshop, qu'est-ce qui est plus important? Que l'étudiant connaisse le vocabulaire détouré
changer le fond, ou qui sache que c'est dans la colonne X du logiciel. Dans 3 ans, ces logiciels-là n'auront plus de commande, ça sera la commande verbale. On dira à Photoshop, détourne-moi cette image. C'est pas nous qui allons cliquer sur le menu. Moi, ça me dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il sache qu'il doit, à ce moment-là, faire l'action de détourer. Et donc, il faut réfléchir vraiment comme cela. Ensuite, on a les capacités de l'IA. Et là, en fait, on sait ce qu'elle fait. Elle peut générer du texte, de l'image, du code. Elle peut faire des synthèses de corpus étendues, au-delà de 200 000 tokens, c'est quand même pas mal. Elle peut faire de la traduction avancée, la reformulation. Mais ça peut amener la simulation prédictive, la reconnaissance cross-modalité. Donc l'IA, elle est capable de faire des choses assez exceptionnelles. L'autre jour, il y avait un festival musical qui se présentait à l'université. J'ai pris une photo du 9e étage et j'ai demandé à une IA d'analyser mon image. L'IA a su me dire exactement combien de personnes il y avait dans la photo en 3 minutes. Combien de personnes portaient un t-shirt. Et j'ai demandé le genre, et comme chez nous, il y a un peu un mélange, il m'a dit, ben, il y a X garçons, X filles, et il y a X personnes, on ne sait pas. Donc, capacité d'IA assez remarquable. Littératie IA, ben, en effet, comprendre les techniques et les modèles. Comprendre que pour faire une recherche de littérature, il vaut mieux que j'utilise un logiciel comme Elicit plutôt qu'une IA, un chatbot. L'évaluation critique de tous les biais. Si vous demandez à une IA de vous raconter une histoire qui se passe dans un hôpital, le médecin sera un homme, l'infirmière sera une femme. Si vous demandez à l'IA de vous faire un personnage, ça sera des personnages trop beaux, qui ne ressemblent pas à la variété des gens qu'on voit chez nous, etc., etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la capacité même distinctive, ce que l'IA ne remplacera pas. Et là, on parle de la façon de faire sens de l'expérience vécue, la façon d'avoir cette créativité conceptuelle. Oui, l'IA peut produire des chansons, mais elles sont toutes un peu moches. Ching Kong Shun au vietnamien, ses paroles, une IA pourra les imiter, mais elle ne pourra pas les créer. Et donc ça, il faut tout le temps se dire que finalement, l'IA peut simuler la créativité, mais elle ne crée pas. Et ça, l'être humain, ça restera sa prérogative. Une IA ne sera jamais capable de créer comme un être humain. Elle ne sera jamais capable. Elle pourra copier tout, faire du Raphaël, du Da Vinci, du Monet. Elle pourra faire des chansons à la Ching Kong Shun ou à la YouTube, mais ça ne sera pas la même chose. Parce qu'en fait, les paroles produites par ces artistes sont dans leur chair, leur souffrance, leur pensée, et ça, l'IA, c'est une machine. Donc, rassurons-nous. Et puis, tout ce qui est synthèse interdisciplinaire, compréhension fine, le jugement moral, le jugement éthique, ça reste une compétence humaine. L'IA n'a pas de jugement moral ou éthique. Donc, tout ça, c'est ce qu'on doit amener à la fin. Maintenant, je vous invite, je vais mettre dans le chat ici, mais je me rends compte, oui, pour les collègues de la salle, est-ce que tu as les mails des collègues de la salle? Je voulais pas. Il y a un groupe, tu t'envoies sur le chat. Oui. Ah oui, super, ok. Alors, j'ai créé une petite situation sous forme d'un livre et je vais vous inviter à l'analyser et je vous laisse 10 minutes pour le faire. Alors, je vais mettre dans le chat la situation en français et en anglais. Voilà. Alors, c'est une histoire qui s'appelle Les mirages de l'algorithme. On va la parcourir rapidement ensemble. T'as envoyé où? Dans le chat de... Non, c'est en train de partir. C'est en train de télécharger. Et pendant qu'il télécharge, on va la lire ensemble et après, vous aurez le document pour continuer. Ah, le français, c'est bon. Il est en train de charger l'anglais. Alors, pour l'histoire, j'ai utilisé Storybook de Google. C'est un outil qui permet de faire des petites histoires. Donc, une étude de cas illustrée, c'est toujours plus sympathique qu'une étude de cas uniquement papier. Donc, voilà, normalement, ils sont partis tous les deux là. Et donc, je vais vous partager cette histoire. Je le fais en français, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir la version anglaise dans le chat. Et donc, c'est une histoire qui raconte l'histoire d'un professeur et ça s'appelle Les mirages de l'algorithme.
Alors, ça, c'est la version anglais, désolé. Attendez, je vais recommencer le partage. Tac. C'est une étude de cas. Oui, c'est une étude de cas, oui. Voilà. Et donc, je vous repartage. Voilà. Et donc, on est sous les néons de l'amphithéâtre. Le professeur Chan Ming a juste ses lunettes. Face à lui, une mosaïque de villages, qu'il est dans l'université francophone, en venue de Dakar, Montréal, Hanoï, Paris, attendent ses consignes. Et il annonça d'une voix calme le nouveau format d'évaluation pour ce cours d'économie de deuxième année. Il y aura un test de connaissances surveillé en salle, suivi d'une dissertation approfondie sur les études de cas complexes. Quelques semaines plus tard, il s'installe à son bureau, une pile de QCM devant lui, donc les étudiants passent un QCM. Au fur et à mesure de sa correction, ses sourcils se froncèrent. Les résultats du test de connaissances de base étaient anormalement bas, bien inférieurs à ceux des années précédentes. Des concepts fondamentaux d'élasticité, d'équilibre et autres ne semblent pas être maîtrisés et il soupire, observant que les notes sont potentiellement beaucoup plus basses que c'était le cas avant. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça. Je n'arrive pas à me décocher de ça. Non. Voilà. Il passe ensuite aux dissertations. Et là, sa surprise, elle est assez immédiate parce que finalement, le style, il est fluide, élégant, presque poétique. Mais en regardant de plus près, le malaise s'installe car une copie citait une croissance d'un PIB ivoirien de 25% pour l'année dernière, un chiffre totalement fantaisiste. Une autre attribue à Joseph Stiglitz des propos qu'il n'avait jamais tenus, inventant des références bibliographiques avec une précision déconcertante. En comparant les travaux, Ming constate que finalement, il y a une similitude troublante entre les travaux, la structure, l'argument, les transitions, certaines métaphores se répètent d'une copie à l'autre. Seules deux ou trois copies sur toute la pile se distinguent par une prose plus hésitante, mais singulièrement originale. Le professeur prend son stylo, rouge évidemment, et commence à lister les noms des 10 étudiants au profil très différents pour pouvoir les contacter. Le lundi, les entretiens débutent. Amadou fut le premier à entrer, il s'assoit maladroitement, évitant le regard du professeur Ming, qui lui demande de développer son analyse sur les marchés émergents. Amadou balbutie, incapable de définir les termes techniques qu'il avait pourtant utilisés avant tant d'assurance dans son écrit. Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Il dit, monsieur, en fait, j'ai utilisé une intelligence artificielle, finit par avouer Amadou, les épaules affaissées. Il expliqua qu'il avait simplement copié le sujet dans le logiciel, soumis les résultats tels quels, sans même relire les chiffres. Pour lui, c'était un gain de temps, une manière de s'assurer une bonne note sans l'effort de la rédaction. Il avait délégué sa pensée à la machine, devenant le simple messager d'un texte dont il ne comprenait pas la substance. L'étudiant suivant, Bastien, se montra plus évasif. Il défendit ses chiffres avec aplomb, affirmant qu'il les avait trouvés dans les revues spécialisées. Cependant, lorsque Mick lui demanda de trouver la source d'une citation particulière, Bastien se mit à bafouiller. Il finit par admettre aussi avoir demandé à l'IA de simuler une analyse d'expert, pensant que le professeur ne remarquerait pas les hallucinations. L'atmosphère changea radicalement à l'arrivée de Yasmine. Son travail était l'un de ceux qui avaient intrigué le mine par sa qualité. Elle commença à exposer ses arguments, corrigeant d'elle-même une petite imprécision. Elle parlait avec passion des théories d'argulation, montrant une maîtrise parfaite de son sujet qui contrastait violemment avec les candidats précédents. La journée d'Oro s'acheva alors que le soleil déclinait. Amy resta un moment assis dans son bureau contemplant des dossiers étalés devant lui. D'un côté, des travaux vides de sens malgré leur forme, de l'autre, des preuves d'une intelligence augmentée par la critique. Il referma son dossier et se demanda comment il allait pouvoir faire finalement pour faire cohabiter ces deux risques dans son quotidien. Voilà une petite histoire. Et donc, ce que je vais vous demander par rapport à cette histoire, mais prenez le temps de réfléchir, c'est, vous avez à l'occasion d'avoir avec vous les documents, c'est de revenir sur WooClap. Voilà.
Voilà, et je vous remets le QR si vous voulez. Donc, prenez le temps de lire l'histoire à votre rythme, hein. Non, Non, c'est le le même. même. C'est le même code, oui. Et là, quel problème est-ce que vous avez repéré dans son dispositif? Et vous pouvez cocher autant de réponses que vous voulez. Si c'est autre, vous pouvez mettre un commentaire. Et donc, mais vous avez 5 grandes minutes pour le faire. Donc, moi, je vais mon chronomètre, 5 minutes, vous lisez l'histoire et cochez un petit peu ce qui, d'après vous, pose problème. 3 minutes. Quand tu exportes le livre, il manque des... Il manque des morceaux. Oui. Ouais, je regarderai ça. Encore 2 minutes.
Alors, je vais attendre 25 réponses. On en a 19. Est-ce qu'on peut atteindre 25? On va avancer, on va voir les réponses. 23, allez, encore deux peut-être. Alors, on voit finalement qu'il y a pas mal d'erreurs qui semblent être commises, pas mal de difficultés. Mais c'est vrai que le test surveillé, s'il ne va qu'un QCM, les QCM, ils ne peuvent pas mesurer beaucoup plus que de la mémorisation. Sur la pyramide de Bloom, les QCM, ça peut aller jusqu'à la synthèse, quand c'est bien écrit sur une étude de cas avec des questions, mais pas beaucoup plus loin. C'est clair que ça mise à ça. Euh, Études de cas à domicile, ce sont des formats fragiles parce qu'on ne peut pas les vérifier. Il n'y a aucun usage. Est-ce que le prof, il a cadré avec ses étudiants et étudiantes ce qui permettait ou pas de faire avec l'IA? Est-ce qu'il y a une déclaration qui t'est demandée? Donc, est-ce qu'il a demandé à ses étudiants ou étudiantes de citer les usages et les outils? Il n'y a aucune preuve du processus de réflexion. Il n'y a pas de journal, il n'y a rien. C'est juste un travail final qui est rendu. Et finalement, on repère l'IA après coup plutôt que de le cadrer en amont. On n'a aucun dialogue avec les étudiants sur les risques de l'IA, puisqu'encore une fois, même si vous n'avez qu'un seul examen qui est un examen écrit, ben, prévenez vos étudiants qu'arriver à l'examen en ayant beaucoup travaillé avec l'IA sans avoir travaillé beaucoup sans IA, ben, ils vont se prendre une grosse surprise. Et donc, il vaut mieux les prévenir à l'avance. Moi, dans mon cours, ce que je fais, c'est que dès le mois d'octobre, je fais un petit test de 20 minutes dans le cours sur ce que j'ai vu avant avec Mooclap, mais avec chronomètre très rapide pour les réponses, et tout le monde se plante. Et je dis, bah ouais, faites attention, vous n'êtes pas prêt. Et donc, vraiment, avoir ce réflexe-là. On voit aussi que finalement, et ça, c'est un des bons côtés de l'IA, on le verra tout à l'heure, souvent à l'université, on évalue que le produit final, ce qu'on reçoit. Alors que ce qui est intéressant, c'est tout le processus de réflexion aussi. Et donc, la présence de l'IA nous obligeait peut-être avec plus de poids sur l'évaluation des processus. Et donc, ça, c'est plutôt un élément positif. Les consignes n'ont pas été repensées, etc., etc. Donc, pas mal d'erreurs commises finalement du côté de l'enseignant. Maintenant, quels conseils vous donneriez? Alors là, il y a beaucoup de conseils, il y en a 12 avec autres, mais peut-être je vais vous demander de mettre les trois principaux conseils, les trois conseils les plus importants que vous donneriez dans cette liste. Là aussi, 4 minutes.
14, on attend à remonter un petit peu, au moins en dessus de 20. Donc, les 3 conseils principaux que vous donneriez. Ok, alors là, on voit que le premier conseil, le principal, le numéro un, c'est expliciter les usages conseillés et déconseillés. Donc, c'est clair qu'il faut avoir un dialogue avec ses étudiants et étudiantes par rapport aux usages de l'IA. Et c'est ce qui vient en premier conseil chez vous. On a ensuite 46, 54, demander une déclaration d'usage pour avoir justement un usage transparent derrière, évaluer le processus, finalement dialoguer sur les risques, développer les compétences IA et prévoir une validation des fondamentaux plus systématiques, ce sont les conseils qu'on donne le moins. OK? Et dernière petite question par rapport à ce cas. Côté étudiant, c'est quoi les erreurs qu'on identifie? Est-ce qu'il y a une limite de réponse? Le nombre. Non. Ah oui, il a mis un timer là, oui, en effet, pardon. Je remets le timer en 1 minute, voilà. Voilà, il a fermé les votes, on va voir. Hein. Et là, on voit que côté étudiant, déléguer sans vérifier, c'est un gros problème. Faire confiance à l'élément sorti, pareil. Euh, confondre et utiliser l'IA et laisser faire l'IA, ne pas savoir défendre son travail. Donc, beaucoup d'erreurs commises par les étudiants. Alors, on revient maintenant ensemble. Je vais ici arrêter le partage. Je vais revenir à médias. Maintenant qu'on a pu voir un petit peu une situation qui finalement regroupe pas mal de problèmes que les enseignants rencontrent et ceux avec lesquels j'ai la chance de discuter assez souvent, c'est pareil. Et il y a 3 ans, quand les premières questions se posaient sur l'adaptation des évaluations, j'ai commencé vraiment à faire une grosse recherche par rapport à ces éléments-là, et ce qui m'a permis de développer le modèle Praxia. Alors Praxia, c'est un modèle que j'ai commencé il y a 3 ans, il évolue chaque mois, j'essaie de l'enrichir. Il est peut-être en train de trop évoluer, ce qui devient trop grand. Donc ça peut prendre du temps pour y passer. Mais l'idée, c'était de dire, de ne pas faire un outil qui dise aux enseignants et enseignantes, voilà ce que vous devez faire, mais un outil qui vous questionne et qui vous documente afin que les enseignants et enseignants puissent eux-mêmes ou elles-mêmes réfléchir et prendre leurs propres décisions de manière informée. Et donc Praxia, en fait, c'est un guide pas à pas. Ça part des préoccupations de l'enseignant à l'analyse de ses pratiques, au positionnement, à l'architecture de l'évaluation, aux pratiques. C'est pas un test, c'est pas un certificat, c'est pas un script. Et donc, à la fin, mon outil en ligne vous produit un petit rapport exportable en PDF. L'outil ne prend aucune donnée personnelle. Donc, à la fin de votre session, si vous n'imprimez pas, il disparaît. Et donc, on va voir un petit peu, quelque part, ce cheminement ensemble. À chaque fois, il y a 5 phases et Praxia maintenant a 18 étapes. Donc, ça prend une bonne quarantaine de minutes de passer à travers cette ressource. On passera systématiquement dans le diagnostic, c'est ce qu'on a fait ensemble ici. On est allé aussi quelque part dans la vulnérabilité, l'analyse des dispositifs, les effets potentiels de l'IA, l'oral. Et ensuite, on va aller vers un positionnement. Quel niveau d'usage de l'IA je peux permettre? Dans quel type de cadre le faire? Et puis, on va penser à l'architecture de son évaluation, notamment avec l'approche des 2 voies qu'on va discuter tout à l'heure. Et ensuite, on va approfondir en parlant un petit peu des compétences qu'on veut viser
en parlant du cadre éthique à donner auprès des étudiants, etc., etc. Alors, un petit rappel de ce qu'on a vu et que Praxia aide à développer, c'est mettre en garde les étudiants de ce qu'on appelle l'illusion de maîtrise. En fait, quand on est devant l'IA, tout est fluide, la réponse arrive rapidement. On a l'impression, quand on joue avec ça, que c'est facile. Et c'est pas le cas, puisqu'en effet, c'est l'apprentissage en profondeur qui va amener la connaissance. On va les mettre aussi face au danger de la délégation cognitive, parce qu'un cerveau qui ne travaille pas, ben, il s'atrophie et les études commencent à montrer de plus en plus. Le cerveau, c'est quelque chose qui se travaille systématiquement. Moins vous le travaillez, plus il s'atrophie, et donc quelque part, l'effort disparaît. Il y a aussi une érosion du jugement. Il y a ce qu'on appelle le biais d'automatisation. L'IA, on se rend compte après 7, 8, 10, 15 usages que ces réponses sont toujours bonnes, donc on ne va plus vérifier. Et là, ben, notre jugement critique disparaît et ça devient assez problématique. Il faut se poser la question de l'équité d'accès. Un étudiant qui a de l'argent pour apprendre un compte Claude à $100 par mois, peut-être un étudiant qui n'en a pas n'aura pas l'occasion de le faire. Et donc, c'est aussi une question qu'on doit se poser aussi au niveau des institutions. On l'avait évoqué la semaine dernière, mais la détection, c'est une impasse. On ne peut pas détecter l'IA. Quand vous donnez des textes IA à des enseignants, dans toutes les études qu'on a faites jusque maintenant, on se trompe une fois sur deux. Mais si on se trompe une fois sur deux, ça crée un biais d'évaluation très dangereux. Parce que si je suis convaincu, moi j'ai plein d'enseignants et enseignants avec qui je travaille qui me disent « Ah mais ce travail-là, ça sent l'IA ». Mais je sais qu'une fois sur deux, ils se trompent. Mais si l'enseignant est convaincu qu'il y a de l'IA dans le travail, peut-être au lieu de mettre une note de 18, il va mettre 15. Et donc là, ça devient un biais de mesure. Et donc, il faut extrêmement faire attention à ça. Et donc, la détection, elle fonctionne sur ce qu'on appelle la stylométrie. Ça veut dire qu'on analyse le style linguistique des IA. Et si le style linguistique de la production de l'étudiant et l'étudiante correspond à des patterns grammaticaux, morphosyntaxiques d'une IA, il y a une déclaration de potentialité d'écriture IA. Donc, c'est IA à 80%, à 83%. Mais on fait quoi avec ça? Rien. L'étudiant va vous dire c'est pas vrai. Faites une expérience, prenez un texte que vous avez écrit, 3 pages, demandez à l'IA de varier un peu le vocabulaire, de toiletter un petit peu, et passez votre nouveau texte dans un détecteur IA, il sera à 90% IA. Alors que ce n'est pas le cas. Et donc, on a découvert aussi en France des étudiants qui travaillaient tellement avec l'IA qu'ils, inconsciemment, quand ils écrivaient seuls, ils recopiaient le style de l'IA. Et donc, ces gamins-là étaient jugés positifs, alors que ce n'est pas le cas. Il y a même un cas en France où on a mis un étudiant dans une salle avec un papier et un crayon, et ce qu'il a écrit était encore vu à 85% IA. Donc, trop de faux positifs, ça peut entraîner des choses trop dangereuses. Donc, la détection, mauvais choix. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question de l'obsolescence des formats, parce que quand un étudiant fait un mémoire à la maison ou un travail qu'il vous rend, moi j'ai une fille qui a fait le droit, il y avait plein d'élèves avec elle dont les parents ont fait le droit. Donc, qu'est-ce qui empêche papa, maman, juriste à la maison d'aider au travail de leurs enfants? Ça aussi, c'est pas clair. Et donc, quelque part, on n'a pas attendu l'IA pour parler d'éthique. Et les questions qui se posaient avant se posent toujours maintenant. L'IA n'a pas inventé un débat éthique. À l'heure actuelle, en France, je sais que les écrivains fantômes vendent l'écriture d'une maîtrise à 8 000 €, une thèse de doctorat à 12 000. Et donc, il y a des gens dans la société qui se font payer pour écrire à la place des autres. L'IA, c'est la même chose. Sauf que quelque part, c'est plus démocratique que ça. Voilà. Généralisé. Mais alors, ça, c'est une question d'éducation aussi. Quand je parle en Suisse à des étudiants de master, le travail de master, c'est leur travail de la vie pour eux, à cet âge-là. Et donc, ils veulent mettre leur cœur et leur sang dedans, comme le créateur de la chanson. Et donc, le choix du sujet, la manière dont ils l'abordent, leur subjectivité, ça fait partie du travail. Et ça, l'IA ne peut pas la simuler non plus. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de faire l'apologie de la triche. Les étudiants, évidemment, ils cherchent un peu de facilité, c'est normal. On est pareil. Mais ce n'est pas des tricheurs. Et je pense qu'ils essayent, et si le cadre n'est pas donné, ben, ils essayent.
on n'a pas donné le cadre. Donc, faire attention à ça. Et du coup, certains formats sont devenus obsolètes et pourquoi pas. On a vu que finalement, il y a des formats fragiles, hein, des choses qu'on peut vérifier facilement, fiables, mais des choses qui sont beaucoup moins fiables. Donc, en fait, tout ce qui est écrit à la maison maintenant pose le doute. Mais beaucoup d'universités se posent la question de ne plus faire de travaux à la maison. Et ça, il ne faut pas du tout le faire, parce qu'encore une fois, c'est pas ce qu'on attend d'un universitaire. Aussi, ben, même surveiller l'examen ne protège pas l'apprentissage. Donc, l'étude d'un bouclier, en fait, oui, si le prof fait ça, ok, mais en fait, certaines compétences longues ne se trouvent pas sur table. Ils ne forment pas aux compétences IA. Et donc, on l'a vu la semaine dernière, c'est important de former aux compétences IA vos étudiants aussi. Et puis, ben, tous les risques à expliquer aux étudiants, l'atrophie, la surdélégation, la confiance erronée, l'iniquité, la perte de voix propre, les données et l'éthique, tout ça sont des choses sur lesquelles il faudra sensibiliser nos étudiants. Donc, la détection, on l'a dit, il y a beaucoup de biais systématiques de l'IA, beaucoup trop de sursignalement. Et dans toutes les études que j'ai lues, et je parle d'une bonne quarantaine d'études, il n'y a aucune étude qui trouve que les détecteurs, c'est fiable. Et donc, dans mon université, on a fait le choix de ne pas utiliser des détecteurs d'IA. Maintenant, la question suivante, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA et comment je voudrais que mes étudiants réfléchissent à utiliser l'IA sans perdre leur intelligence. Et là, il y a l'Université de Genève, donc l'UNIGE, qui a développé une famille d'usages que j'aime bien, qui est finalement l'IA pour créer. Donc, on peut créer la création, ça peut se faire avec l'IA. On oserait plutôt dire la génération. Génération de texte, d'idées, d'images. Et ça, c'est peu observable. Si un étudiant vous remet un texte produit par une IA ou une image produite par une IA, c'est peu observable. Des deepfakes, il y a des tests en ligne qui sont assez frustrants. Moi, je suis incapable de détecter un deepfake dans 7 cas sur 10. Alors que je suis un spécialiste du multimédia et que je suis photographe. Donc voilà, on ne peut pas. La transformation, c'est là où on traduit, on paraphrase, on réécrit. Et là, on peut observer en demandant à l'étudiant la version qu'il a donnée à l'IA, la version après. Et donc, dans une traduction, dans un travail écrit, si on demande des preuves de la transformation, ben, on peut mesurer le processus en ayant le travail que l'étudiant a mis initialement et puis ce qui est sorti après. Donc ça, c'est relatif. On peut observer l'analyse. Il y a fait des résumés, de l'extraction de citations, de la structuration. Là, on peut demander la démarche, les prompts, les conversations avec l'IA. La recherche. Pour la recherche, attendez, je sais, moi je dis. Voilà. Le repérage d'informations, le sourçage, la traçabilité des sources, c'est quelque chose aussi qu'on sait vérifier. Un collègue, mon collègue de la recherche, donc le conseiller IA Recherche à l'Université de Genève, Tevalium, c'est un gars d'origine vietnamienne aussi, ben, il a développé un outil qui permet de vérifier si les bibliographies sont correctes. Vous imaginez, quand un étudiant vous rend un travail, vous n'avez pas le temps d'aller vérifier ces 25 références bibliographiques. Alors que, avec les outils, ça, on peut le faire. C'est pas difficile. Et donc, nous, on a un outil qui s'appelle Hallucinator. Vous mettez le travail de l'étudiant et il va vérifier toutes les références bibliographiques et vous dit celles qui existent ou pas. Donc ça, observable. L'interaction, donc la relecture, le dialogue, ça peut être vachement observé entre un étudiant et l'IA. Puisqu'en fait, vous lui demandez copie des chats. Vous allez voir ce qu'il a amené, là où ça a changé. Et donc, en observant le processus d'interaction, ben, vous allez être capable de vous rendre compte des choses. Et l'assistante, ben, finalement, correction, mise en forme, les références. Moi, j'utilise pour mes articles, je lui donne tous mes articles et je lui demande de faire la liste des références en APA. Parce que c'est chiant. Et ce n'est pas une compétence. Et donc, finalement, lui, il me fait la liste, il a tous les articles que j'ai utilisés, il me fait la liste par ordre alphabétique au format APA, nickel, et moi, je gagne 3 heures. Parce que cette compétence-là, c'est pas une compétence. Ça n'a rien d'intellectuel. C'est une structuration comme finalement taper à la machine un texte qui existe déjà existant. Et donc, là, on voit que ça peut nous aider. Avec l'IA pour la recherche, si nos étudiants, ils peuvent découvrir que avec un logiciel comme Elicit ou avec Google Scholar, qui a maintenant une version lab,
on peut faire de la recherche bibliographique qui peut être amplifiée par un humain. Et puis, si on va ensuite sur un truc qui s'appelle Rabbit Research, Research Rabbit, on met 3 articles qu'on aime bien et il va trouver les mêmes articles qui sont cités autour. Et donc, on se rend compte que là, l'IA amène quelque chose d'assez intéressant dans la recherche bibliographique. On peut aller plus loin que l'humain seul. Donc, 6 familles d'usage, et en discuter avec les étudiants et leur dire finalement pour chacune des familles, voilà ce que j'attends comme trace de, de votre relation avec l'IA, pour voir que vous gardez la main, mais voilà ce qu'on conseille de faire ou qu'on ne conseille pas. Et donc, vous voyez, chacun des usages, on va de peu observable, observable avant, après, analyse, on peut voir des moyennes, traçabilité des sources, et finalement, les 2 derniers, c'est des choses très observables. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que finalement, dans le processus de création, nos étudiants vont être en mesure de nous montrer les choses. Alors, maintenant, il existe beaucoup de littérature autour des degrés d'usage de l'IA qu'on peut accepter. Il y a combien d'IA? C'est l'IA-AS. Alors, je savais que l'IA-AS, ça a été développé, donc l'échelle AI-AS que je vais vous présenter après, a été développée notamment par un professeur de l'université britannique de Hanoï. Ah, un incident. Alors, finalement, on va réfléchir ensuite, ensemble, combien d'IA, ben, ça peut se gérer avec des échelles de degrés, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, quels usages par des typologies, comment tu vas agencer le cours, ben, l'architecture qu'on va voir, quoi pour cette activité, ben, là, en fonction des outils, on va pouvoir aussi proposer des choses et quelle posture étudiante aussi. Alors, ça, c'est l'échelle AI-AS, qui est l'échelle la plus utilisée au monde. Elle est développée par le professeur Perkins, qui est professeur à la British University Hanoi, et 2 professeurs australiens, qui vous donnent la possibilité d'indiquer à vos étudiants le degré d'IA avec lequel vous leur permettez de travailler. Et l'échelle a 5 niveaux. Aucune IA, planification, préparer une idée, faire du brainstorming. Collaboration, donc c'est assister à des tâches précises. Usage étendu, donc là, c'est on pilote l'IA sur toute la tâche. Et l'exploration, on va concevoir un usage créatif. Voyons chaque niveau, chacun à son tour. Aucune IA, ça veut dire quoi? Ben, l'évaluation, elle va se faire entièrement sans IA. Donc, on ne peut faire l'évaluation que du présentiel surveillé. Donc, si vous décidez que dans votre cours, le niveau d'utilisation, c'est 0 IA, ben, vous pouvez faire qu'une seule évaluation, c'est un truc surveillé dans une salle. Bon, il faut oublier tous les autres. Deuxième niveau, la planification IA. Donc ça, c'est l'aide aux activités préparatoires. Un brainstorming, une planification, une recherche initiale, la structuration d'un plan. Donc l'IA va vous aider à ça. Mais vous demandez à avoir la trace, le plan initial prévu, le rendu final, évaluer l'écart entre l'appropriation de ce que l'IA avait fait par rapport à ce que l'étudiant avait dit. Et donc, quelque part, tu peux utiliser l'IA pour planifier et développer tes idées. Ton rendu final va montrer comment tu les as développées. Ça, c'est niveau 2. Niveau 3, la collaboration IA. Donc, l'IA assiste des tâches précises et définies, idéation, rédaction, retour, révision, et l'étudiant et l'étudiante évalue, adapte, intègre les sorties de manière critique. Et là, tu vas demander un journal de prompt, plus une note réflexive. Et donc, tu vas dire à tes étudiants, tu peux faire appel à l'IA pour des tâches précises, mais tu vas devoir évaluer de manière critique et modifier tout contenu généré. Donc, même si l'IA te génère des choses, tu dois le retravailler. Je ne veux pas que le rendu IA soit ce que tu me proposes. 4e niveau, usage étendu, full AI en anglais. L'IA peut être mobilisée tout au long de la tâche. L'étudiant pilote l'outil pour atteindre ses objectifs et répond de la qualité du résultat. Et donc, on peut utiliser l'IA de façon extensive, mais concentrez-vous sur le pilotage de l'outil en démontrant votre pensée critique. Et enfin, 5e niveau, c'est l'exploration IA, dans lequel l'IA peut être utilisée de façon créative, expérimentale, pour résoudre des problèmes, créer des choses nouvelles. Et là, en gros, c'est utiliser l'IA de façon créative,
pour améliorer la résolution de problèmes et développer des solutions innovantes. Ça, typiquement, dans le codage informatique, on a pas mal de solutions qui permettent de faire ça aussi. Et donc, posez-vous la question maintenant vous-même et peut-être mettez dans le chat euh, quel niveau d'IA est-ce que vous accepteriez dans les évaluations quand les étudiants vous remettent des travaux? Niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, on a vu dans le cheminement des réflexions, on analyse sa pratique actuelle, la fragilité de sa pratique actuelle, et puisqu'ensuite on accepte de faire des travaux, notamment à la maison, se poser la question de discuter avec ses étudiants et de négocier avec eux un niveau d'usage, un degré d'usage que vous accepterez. Oui, ça dépend ce que vous devez évaluer, oui. Et ça peut se donner aussi comme, moi par exemple, je suis au niveau 4. Et pour certains cours, même niveau 5. OK, on passe maintenant à la réflexion suivante. Maintenant qu'on a pu utiliser un outil qui peut déterminer un degré d'usage, OK, mais en fait, ça suffit pas. Parce qu'en fait, les échelles, elles sont utiles pour dialoguer avec vos étudiants, mais imaginons, si vous dites à vos étudiants, OK, tu peux utiliser le niveau 3, donc tu peux faire de la collaboration IA, ben, il faut quand même reconcevoir sa tâche. Et donc, l'évaluation initiale qu'on avait, il faut la mettre face à un usage d'un travail écrit et se dire, tiens, est-ce que je dois reconcevoir ma tâche? Est-ce que ma tâche de niveau 1, par exemple, si je suis au niveau 1, est-ce qu'elle va résister à la mémorisation? Est-ce qu'une niveau 4, elle va valoriser le pilotage? Et donc, quelque part, je dois reconcevoir la tâche initiale face au niveau que je permets à mes étudiants. Je dois aussi réécrire la consigne, dire ce qui est permis à déclarer, qu'est-ce qu'il faut déclarer, comment, et interdire certaines choses. Et aussi, du coup, refaire mes grilles critériées pour évaluer, parce que finalement, le niveau va intégrer quelque part des compétences IA si j'utilise l'IA pour faire les choses. Et c'est là, finalement, qu'on se rend compte que les échelles, ça suffit pas. Et il suffit pas de dire à nos étudiants et étudiants qu'on peut faire ça avec l'IA pour dire qu'ils vont tous se respecter, que ma mesure va être bonne. Et c'est là qu'intervient l'approche qu'on appelle Tulane, elle vient d'Australie. Elle est assez intéressante parce que la critique de Daniel Liu, c'est que les échelles et les feux tricolores, vous voyez, vert, orange, rouge, ça donne l'illusion qu'on contrôle l'usage de l'IA, alors qu'en fait, on ne le contrôle pas. C'est pas parce que je dis à mes étudiants, tu ne peux pas utiliser l'IA pour résumer un texte, ils ne vont pas le faire. Comment je vérifie ça? Et donc, ça veut dire que pour vérifier les compétences de mon cours, ben, il faudra que je fasse attention. Parce que les échelles, c'est bien pour la communication et le dialogue, mais c'est pas vraiment bien pour l'évaluation. Et donc, il propose quelque part la valeur communicationnelle comme un bon côté, mais quelque part, il rappelle c'est quoi les 4 finalités de l'évaluation. Un enseignant qui évalue, il y a la question d'assurance qualité, la vérification. Donc, vous allez attester que l'étudiant possède réellement l'acquis. Et donc ça, au-delà même de la pédagogie, c'est aussi un acte administratif. Vous validez un cours, vous validez des crédits, vous validez un diplôme. En Australie notamment, les universités ont beaucoup de pression actuellement
parce qu'on leur demande, est-ce que vous pouvez me garantir maintenant que les étudiants qui sortent de vos diplômes ont réellement les connaissances? Et donc, ce premier niveau de l'évaluation, c'est la vérification que les étudiants et étudiants ont bien maîtrisé les acquis qu'ils sont supposés maîtriser dans vos cours. Deuxièmement, il y a cette notion de rétroaction. C'est quelque part renseigner l'apprentissage en cours de route. Faire que l'évaluation n'est pas simplement une mesure finale, mais un dialogue dans lequel les étudiants testent, se trompent, reçoivent des feedbacks et évoluent. Ensuite, ben, la finalité de l'évaluation, c'est aussi quelque part de donner un cap et un sens à l'effort. Le danger de l'IA, c'est qu'elle peut aussi, chez l'étudiant, créer deux éléments extrêmement négatifs. Un, une perte de la résistance à l'échec. Je prends toujours un exemple, mais au Vietnam, vous bricolez moins qu'en Europe. Quand vous faites une salle de bain en Europe, vous devez mettre les dalles correctement. Et quand on fait ça, la première ligne est très importante, les 3 premières dalles, parce que si vous les ratez, après avoir mis la moitié, vous allez vous rendre compte que c'est pas droit. Donc, il faut tout recommencer. On s'énerve. Et combien de fois on va loin dans un travail, on se rend compte qu'on s'est trompé et on doit recommencer à zéro. Ça fait partie du processus d'apprentissage, mais l'IA ne fait pas ça. Et donc, à trop utiliser l'IA, les élèves peuvent perdre cette résistance à l'échec. Et deuxième chose, pour leur confiance en eux, c'est extrêmement dangereux, puisqu'en fait, un étudiant qui se rend compte qu'une IA fait une traduction de 5 pages, vietnamien, français, en 3 minutes, et lui, il faut 5 jours, il va penser quoi de cette compétence à lui? À quoi ça sert? Et puis, je suis bête, l'IA est plus intelligente que moi. Donc, vous voyez, ça fait partie aussi des éléments de motivation. Et puis, ben, un signal, l'IA, l'évaluation, c'est aussi un signal d'effort, puisque vous montrez que tu as évalué plusieurs mesures d'évaluation, mais tu as vu la dernière fois que tu avais ça comme erreur, tu ne l'as plus fait. Et donc, ça peut motiver sur un parcours. Et l'approche Tooled, elle est extrêmement simple. Elle se dit que pour un cours, il y a 2 voies. La voie 1, c'est la voie vérifiable. Donc, c'est la voie par laquelle la vérifiabilité est élevée. C'est un présentiel surveillé, un examen oral supervisé. Donc, voilà. La voie 1, c'est une modalité d'évaluation 100% vérifiable. On peut mettre l'IA dedans. Je peux très bien demander à un étudiant un examen oral, ben, tiens, montre-moi comment tu as utilisé l'IA pour faire ça. Mais l'idée, c'est de certifier les acquis non négociables. Et donc, pour les acquis non négociables de mon cours, je vais faire un examen surveillé, sans machine, sans ressources, sans rien. Ou un examen oral, ou que sais-je. Et là, c'est une performance réalisée en direct sous surveillance. Et donc, ça veut dire que c'est totalement vérifiable. Donc ça veut dire que dans mon cours, il y aura un type d'examen. Mais je vais sélectionner les compétences que je vais mesurer dedans. Et la voie 2, j'assume que ce n'est pas vérifiable. C'est un travail à faire à la maison. Et donc, j'assume quelque part que la vérifiabilité, elle est faible ou nulle. C'est ridicule de penser qu'on contrôle. Par contre, la place de l'IA, oui. L'idée, c'est que je vais faire un contrat pédagogique. Je vais faire un engagement sur l'auteur. Je vais avoir une discussion sur ce que j'attends des étudiants dans chacune des étapes du travail qu'ils peuvent faire ou pas avec l'IA. Et ensuite, j'attends à la fin que l'étudiant l'ait utilisé de manière intelligente, en restant l'agent des choses, en ayant développé des compétences IA. Et donc, quelque part, le travail qu'il va me rendre, ben, je vais analyser le processus, et quelque part, la manière dont il a utilisé l'IA comptera aussi pour lui. Et là, on est dans une voie assez intéressante et qui continue à nous permettre de faire les travaux comme on le faisait avant, même si on doit quand même repenser la tâche. On demande une transparence, une réflexivité et une preuve des processus. Et là, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser, une déclaration, un journal de prompt, des typologies unies, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, finalement, si on fait un peu la synthèse, on se rend compte que dans mon cours, je vais au moins présenter 2 voies. Qu'est-ce que je veux vérifier de manière totalement vérifiable? Quelles compétences je vais faire? Et là, c'est un examen surveillé. Et puis, dans les travaux que je vais rendre,
comment je veux qu'il me démontre, qu'est-ce que je veux qu'il me démontre comme qualité, comme compétence IA dans l'usage de leur cours, ce que je leur interdis de faire, et comment je veux voir les traces de leur apprentissage à travers leur travail et le processus. Et donc, le challenge pour le prof, c'est cibler les acquis non négociables, ce que tout diplômé doit savoir faire seul, concevoir des tâches qui vont résister à la mémorisation. On peut faire une étude de cas très complexe avec des questions sur l'étude de cas. Mais là, on va monter au niveau 4 de Bloom. Donc, on n'est pas obligé de faire des simples QCM. Ensuite, la voie assurée, donc un devoir d'équité, donc autoriser l'IA oblige à développer des compétences pour l'utiliser. Ça veut dire qu'il faut qu'on développe ces compétences chez nos étudiants. Le contrat pédagogique, ben, clairement, le prof dit ce qu'il attend, ce qui est permis, ce qu'il faut déclarer, ce qui est interdit, et il explicite ça dans son plan de cours. On demande des preuves de processus comme un journal réflexif, des jalons, des versions, un cheminement documenté, et une posture du menu, ça veut dire recommander des usages sains sans interdit. Alors, quand on posait l'inacceptable, ça va libérer le reste. Et donc, par exemple, ce que j'acceptais pas du tout, c'est que le choix du thème soit par une IA, lui faire écrire tout le processus, présenter une sortie IA non vérifiée comme acquise, substituer l'IA à sa propre métacognition, omettre la déclaration d'usage, ça c'est la ligne rouge strictement interdite. Par contre, ça ouvre la porte à la transparence comme une habitude, puisqu'on sait que c'est autorisé. Si je suis transparent, ben, je ne fais pas un truc interdit. Devoir d'équité, donc je dois former aux compétences IA, rester l'auteur principal du travail. L'IA, c'est pas du plagiat avec l'IA. L'IA n'est pas une personne juridique. Donc, l'IA qui fait un travail, c'est un manque d'éthique que vous avez. C'est pas un problème de plagiat. C'est vous attribuer un travail qui n'est pas le vôtre comme si c'était le vôtre. Documenter la valeur ajoutée humaine, c'est important, et recommander sans interdit. Alors, et on peut aussi annoncer au niveau IAAS les niveaux qu'on permet. Journal de bord IA, c'est extrêmement intéressant parce que c'est 4 pages. Hein. Vous allez demander à vos étudiants, mais pour tel niveau, pour telle partie de ton travail, quel outil tu as utilisé, pourquoi faire, et une note réflexive, qu'est-ce que ça t'a amené dans ta réflexion? Écris-moi 3 lignes sur est-ce que ça t'a appris quelque chose de nouveau, est-ce que ça t'a proposé une voie à laquelle tu n'avais pas pensé. Et là, finalement, vous avez le travail d'étudiant et à côté, il y a 3 pages où il vous explique son cheminement de travail avec l'IA. Et là, vous voyez un processus. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors, essayez, vous allez voir, ça sonne tellement faux. L'IA est flatteuse. Et l'IA, la méta-réflexion sur une IA, c'est demander une réflexion sur une IA, ça va sonner tellement faux. Et puis, vos étudiants auront l'habitude. Ils vont se rendre compte que se poser ces questions-là, remplir ce journal de bord, ça leur rend plus de compétences IA aussi chez eux. Ça remet l'humain. Et donc, ça va devenir quelque chose d'habituel. Je vous laisserai j'ai une activité que je fais avec des étudiants qui s'appelle AI Writing Loop, où il y a 7 étapes, il y a humain, et quand les étudiants le testent, ils se rendent compte pourquoi c'est important de suivre ça. Et ils se rendent compte qu'à la fin, un texte, même produit avec l'aide de l'IA, ça reste leur texte. Et donc, voilà. L'omission fait faute, donc l'étudiant peut arranger sa déclaration, ne pas déclarer atteint l'intégrité, donc ça pose problème. Et puis, une déclaration courte sur la valeur ajoutée et l'influence de l'IA sur les travaux. Alors, déclaration d'usage, journal de prompt, jalon, version et brouillon, oral de défense, attribution honnête. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Et dans les documents aussi de Praxia, vous avez un exemple de grille de déclaration que j'aime beaucoup. Parce que là, on demande, vous voyez, ça, c'est toutes les étapes d'un travail. Et pour chacune des étapes, tu coches, il y a ou pas? Oui. Quel outil? Pourquoi faire? Montre-moi la preuve. Et puis, dans cette étape-là, l'usage de l'IA, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel doute ça a créé chez toi? Et qu'est-ce que tu en retires? Et là, vous allez voir, cette verbalisation, cette métacognition, elle est extrêmement intéressante. Journal de prompt, conserver les échanges, ça peut se faire en PDF. Vous n'avez pas besoin, vous, peut-être de les consulter, mais ils sont là si vous avez besoin, si vous avez un doute. Processus comme preuve, le journal de bord devient une preuve, les versions, les brouillons.
L'oral de défense permet aussi, mais ce n'est pas un oral où l'étudiant vous propose quelque chose. C'est un oral où vous le questionnez. Sinon, il va faire le perroquet et répéter ce qu'il y a produit. Et puis ça, c'est 4 éléments qui viennent de Elon Universities. Nommer l'outil, expliciter le but de l'usage, pourquoi je l'ai utilisé, est-ce que je l'ai utilisé de manière minimale, modérée ou étendue, et comment je prouve que j'ai gardé le contrôle en tant qu'humain. Alors, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'on va recentrer l'évaluation sur le processus. Et là, je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, quand un étudiant nous remet un travail, on ne sait pas les étapes du travail sur lesquelles il a douté, sur lesquelles il a fait des choix. Et là, peut-être, on va se rendre compte qu'il y a parfois des étudiants qui ont des troubles. 20% de nos étudiants ont des troubles atypiques neurologiques. Et donc, certains étudiants ont des idées très bonnes, mais les écrivent très mal. Et donc, notre système actuel les pénalise, alors qu'ils sont très intelligents. Et donc, parfois, on est bluffé par la qualité d'une écriture, alors que finalement, l'idée véhiculée par l'écriture n'est pas bonne. Je me rappelle au Vietnam, il y a 30 ans, on corrigeait, pour être prof dans les classes bilingues, il fallait passer à l'examen de français national, et on corrigeait une dissertation de prof. Et finalement, on se rendait compte qu'on donnait beaucoup trop de poids à la grammaire, à la conjugaison. Et parfois, on lisait une dissertation remarquable, mais avec des erreurs d'orthographe ou de conjugaison ou de morphosyntaxe. Mais l'idée était exceptionnelle, la pensée était belle. Mais la personne avait 11 sur 20, alors qu'une autre qui écrivait très bien, mais un truc très banal, elle avait 17. Et là, je trouve que l'IA peut aider quelqu'un à mieux expliciter des idées. Et donc là, on a quelque chose d'assez équilibré aussi. Donc, 4 compétences IA à évaluer. Ben, quelque part, si vous permettez l'IA à vos étudiants, ben, est-ce qu'il est capable d'utiliser le bon outil? Est-ce qu'il est capable de le faire de manière transparente, de manière éthique? Et ça devient une note aussi qui fait partie du travail. Alors, un petit rappel au niveau des cadres de compétences. On a le cadre UNESCO qui est le cadre qui fait référence chez nous, qui est une posture centrée sur l'humain, qui parlera d'éthique, fondement, application, pédagogie d'IA, développement professionnel. Et ça, c'est un petit peu un référentiel. Je me rappelle que le premier webinaire traitait ces questions-là. Et on voit ce qui est intéressant dans les référentiels UNESCO, c'est que c'est toujours la posture centrée humain, l'éthique, avant la technique. Donc, les compétences à faire acquérir à nos étudiants et étudiantes, c'est pas la compréhension informatique d'une IA. Oui, ça, c'est vite compris. Mais c'est en gros comment tu l'intègres, comment tu questionnes l'éthique, comment tu questionnes les dangers écologiques de l'utilisation de l'IA, eau, électricité, etc. Et finalement, j'ai fait un petit compagnon, mais je vais peut-être prendre, si tu veux, une première question. Comme je sais qu'il reste 25 minutes, il n'y a peut-être pas beaucoup de questions. Donc, avant d'aller sur mon compagnon IA, ce que je propose, c'est peut-être, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont des questions maintenant? Dans la salle en ligne, est-ce que vous avez des questions? Comme il y a beaucoup de Vietnamiens, je vais parler en vietnamien. Oui. Quý thầy cô ở các trường ở Việt Nam đấy, trong phòng họp chúng ta có câu hỏi gì hay không trước khi chúng ta chuyển sang một cái phần thực hành với một cái công cụ do chuyên gia xây dựng? Bon. On continue. Alors Oui. pour continuer, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce compagnon IA pour plus tard. Donc, je vais vous le cacher comme ça. Pourquoi c'est important? Les enseignants me disent quelles compétences IA je peux développer dans mes cours. Et donc, moi, j'ai créé un conseiller virtuel IA qui est entraîné sur les référentiels de compétences, entraîné sur le conseil pédagogique. Et donc, c'est un chatbot ChatGPT, mais entraîné par moi. Et tout à l'heure, vous pourrez tester. Et il va vous poser pas mal de questions sur vos cours, vos objectifs, vos méthodes de travail.
Et puis, une fois que vous aurez présenté le cadre de votre cours, il va aller dans les référentiels et vous dire, ben, tiens, ton cours, il serait propice pour développer telle ou telle compétence. Et il va vous proposer une série de compétences IA. Et celles que vous allez sélectionner, il va vous proposer des activités pour les développer. Mais il y a un travail de votre part avant d'expliciter vraiment le contexte de votre cours. Et ça vous permettra justement d'intégrer correctement une compétence IA à vos cours. Parce que chaque cours est différent, qu'on enseigne les langues, la pédagogie ou l'histoire, c'est pas la même chose. Il y a une question écrite. Oui. Ma question est de savoir comment s'y faire face à ceux qui ne sont pas totalement d'accord avec l'IA. Alors, ça fait partie des choses qui sont, ma foi, intéressantes. Si un étudiant vous déclare qu'il ne veut pas utiliser l'IA pour son travail, ben oui, ça fait partie des possibilités. C'est pas une obligation. Et donc, moi, j'ai une troisième enfant qui est une créatrice de design, mais qui n'utilise pas du tout l'IA. Donc, moi, si l'étudiant, il faut pas pousser l'étudiant à l'utiliser. Donc, si un étudiant vous dit, moi, j'ai pas besoin de ça pour le faire et que son travail est aussi bon que quelqu'un qui fait l'IA, très bien. Par contre, en fonction de la matière que vous enseignez et de l'impact que l'IA aura sur cette discipline, là, il faudra discuter avec cette personne. Parce que si on a quelqu'un qui refuse pour des raisons philosophiques, c'est très intéressant. Pour des raisons environnementales, c'est très bien. Mais si vous me dites après que vous voulez devenir développeur informatique, là, je vais vous dire, ben, imaginez que tu vas devenir développeur informatique sans utiliser l'IA, c'est pas possible. Par contre, comme tu es capable de faire beaucoup de choses seul, continue à développer ça, mais augmente-toi aussi avec l'IA. Donc, la question, en fait, si vous avez des étudiants qui refusent un usage de l'IA, ben oui, laissez-les la liberté de le faire. Mais en fonction de la discipline que vous enseignez, faut voir si cette décision elle est pertinente ou pas. Mais comme il faut de toute façon les compétences essentielles de base pour utiliser l'IA, il faut être capable de faire sans IA ce qu'on fait avec l'IA. Alors, il nous restait un point important, justement, c'est cette posture d'éthique et de charte. Et rappelez tout le temps aussi que finalement, les chartes, c'est quelque chose d'extrêmement important. On se rappelle ce rapport dual, hein, humain avec l'IA, humain ou la machine. Et donc, quelque part, il faut discerner et il ne faut pas optimiser. Les principes à retenir en termes d'éthique, ils sont assez simples. L'agentivité humaine. Tout travail fait avec l'IA doit être guidé par l'humain. Donc, il faut apprendre à travailler avec l'IA en gardant la main. Il faut que le travail produit en collaboration avec une IA soit équitable et inclusif. Ça veut dire qu'il faut éviter les biais, il faut démontrer qu'on a une littératie qui se développe, il faut montrer que ce qu'on produit est inclusif et ne véhicule pas tous les biais qu'une IA peut véhiculer. Troisième point au niveau éthique, la transparence. Déclarer l'usage, expliciter ce qui est permis, à déclarer ce qui est interdit. Ensuite, la responsabilité. On est toujours responsable de ce qu'on donne. Et donc, quand je parle aux éthiciens à l'université, ils me disent que tu as utilisé l'IA, ton grand-père, ton petit frère, ça m'est égal. Mais est-ce que tu es responsable des mots que tu donnes? Parce que dire oui, mais en fait, je me suis trompé, mais c'est l'IA qui a fait une erreur. Non, 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 non. C'est ton travail, il y a ton nom dessus. L'IA, on s'en fout. Et donc, ça, il faut toujours rappeler aux gens. La responsabilité, c'est être responsable de chaque mot, et l'intégrité, c'est être transparent. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans et demi, j'avais écrit un article pour un journal canadien qui m'a refusé mon article de publication parce que j'avais mis un paragraphe à la fin de ce que j'avais fait en toute transparence. Alors que si j'avais donné, on a refusé en disant qu'on n'autorisait pas les IA, je trouvais un peu bête, alors que le nombre de publications scientifiques depuis l'apparition de ChatGPT a augmenté de 130%. Et je suis sûr qu'au même la même revue, les gens qui déposent des choses sans dire qu'ils utilisent l'IA, on est plus. Ça évolue un petit peu maintenant. Donc oui, pourquoi pas faire de la publication scientifique avec un usage transparent? Quel est le problème? La durabilité, se rendre compte que une requête ChatGPT, c'est 15 fois une consommation d'une requête Google en recherche. Ça coûte énormément l'IA.
entraîner un modèle, c'est l'équivalent de la consommation électrique de Ho Chi Minh Ville pendant 1 an. Ça dure 3 mois d'entraîner un modèle. Ça demande des mégawatts, c'est incroyable, et des tonnes d'eau. Par contre, on a des IA qu'on peut mettre sur son ordinateur, des IA locales. Et donc, pour 90% des travaux qu'on doit faire avec une IA locale suffit. Par contre, des travaux plus élevés, là oui. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quel usage? Quel outil? L'impact environnemental de cet outil? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et puis, ben oui, de bons outils. Et finalement, utiliser le modèle qui consomme que pour vraiment quelque chose de très important. Et puis, l'esprit critique tout le temps. Le biais d'automatisation est dangereux. À un moment donné, ça se trompe jamais, je regarde plus. Si, parce que ça va se tromper. Et donc, vérifier systématiquement, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas transiger. Alors, c'est là que la charte du cours devient intéressante, parce que ça devient aussi quelque chose qu'on va faire avec les étudiants. Il faut qu'elle soit explicite pour chaque évaluation. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est déclaré, qu'est-ce qui est interdit. C'est bien de la co-construire avec les étudiants. Ils posent des questions. Il faut qu'elle soit alignée aux objectifs de votre cours aussi. Et puis, il faut qu'elle soit vivante, en fonction du type de travail, en fonction de l'évolution des travaux que vous allez demander, mais il faut qu'elle évolue. Et donc, quand on construit la charte, il faut trier. Chaque évaluation envoie qu'est-ce qui est vérifiable, quelles compétences je veux vérifier absolument, quelles sont les pondérations que je mets. Imaginons, je peux dire que pour les compétences essentielles, je mets 40% de ma note et 60% pour les travaux au long cours. J'ai une note globale. Mais je peux aussi préciser quel type d'usage j'autorise et puis je fixe une règle à tous et toutes. En Australie, quand je posais à Danilou la question, il m'a dit que même si lui, dans son cours, c'était 30% pour la voie 1, 70% pour la voie 2, l'étudiant qui rate la voie 1 ne passe pas le cours. Donc, c'est pas la réussite du cours, c'est la réussite des deux épreuves. C'est pas moi qui ai eu 0 sur 30 et 70 de l'autre côté. Il faut que je réussisse les deux. Donc, ma note finale, ce n'est pas la moyenne des deux. C'est réussir la 1, réussir la 2. Ça veut dire que même si ça vaut que 30% de ta note, tu as moins de 10 sur 20, tu as raté le cours. Donc ça, il faut le déterminer aussi. Ou alors, vous acceptez de faire la somme des deux. Et donc, tout ce que je vous ai montré, il existe en ligne aussi. Et donc, c'est un truc qui est gratuit encore une fois. Et donc, tout le parcours dont je viens de vous parler, vous allez le retrouver ici. Vous voyez, c'est un site Praxia, évalué à l'ère de l'IA. Ça, je pense que je vous ai mis le lien dans le PowerPoint. Et là, finalement, tout ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, voilà, vos craintes. Il va vous donner des conseils sur vos craintes. Et donc, toutes les étapes, vous pouvez le faire en anglais ou en français, et il vous donne des solutions pour positionner. Donc ça reste en ligne. C'est une ressource interactive qui est disponible pour chacun et chacune de vous. Et je voulais vous montrer peut-être un dernier truc aussi. J'ai créé un petit outil qui vous permet de faire votre charte de cours. Et donc ici, on vous donne le nom du cours, l'enseignant, la fonction, le semestre, l'institution. Je vais faire une version vietnamienne, mais je te demanderai peut-être de vérifier la traduction. Oui. Là, on vous demande ce que vous visez dans vos cours. Et puis, en fait, on vous rappelle les devoirs et vous mettez le test vérifiable pour 30% et celui-ci pour 70%. Vous mettez dissertation. Et ensuite, ça vous aide à construire la charte parce que finalement, pour chaque exemple d'action, recherche d'information, c'est autorisé, oui. Tu veux une précision d'explication, oui, standard. Un retour réflexif, bref.
Par contre, génération d'idées, je veux un retour réflexif développé. Et quand vous répondez à tout ça, il vous fait la charte automatiquement à la main. Donc ça, vous aurez l'autorisation. Oui, et il y aura une version vietnamienne après l'été aussi. Et donc ça, c'est gratuit et ça vous aide à réfléchir. Et à la fin, ça vous donne le PDF de charte et le PDF que doit remplir le journal de bord de l'étudiant aussi. Oui, je vais partager ici. Alors, il y avait une question ici, dans quelle mesure l'évaluation peut-elle être considérée comme objective à l'heure de l'intelligence artificielle? Ben, écoutez, je pourrais vous poser la question sans le mot intelligence artificielle. Est-ce que l'évaluation est objective? Ça dépend, justement, c'est une question qu'il faut se poser en tant que prof. Vous savez, moi, j'ai un fils qui a fait la médecine et vous tirez au sort une question qui touche 20% de la matière. Vous avez étudié toute la matière. Certains étudiants sont fatigués et prennent un risque. Ils jouent à la roulette. Ils n'étudient que 40% de la matière en se disant, si j'ai de la chance, je tombe sur une question. Et donc, la note obtenue, elle est bonne, mais est-ce que votre évaluation est objective? Non. Et donc, l'IA, quelque part, comme on va aller voir sur l'évaluation du processus, qu'on va aller vraiment voir les compétences critiques vérifiées de manière observable, je pense que ça va nous aider à multiplier les sources d'évaluation. Et je pense que finalement, l'IA, ça va nous pousser à avoir des objectifs beaucoup plus objectifs que ce qu'on avait avant. C'est mon point de vue. Et donc, si on regarde le côté positif, Guy, ben, en fait, je pense que les questions d'objectivité viennent de la mesure que l'on fait et pas de l'outil dans lequel on vit. Et finalement, je pense que l'IA, c'est une opportunité de mettre la lumière à d'autres choses que le résultat final d'une évaluation et donc, quelque part, d'avoir une évaluation beaucoup plus objective parce que justement, elle va aller aussi évaluer un processus. Alors, je vais vite finir. Il me restait 2 petites dias avant de laisser la parole pour les autres collègues qui voudraient poser des questions. Donc, en conclusion, quand on évalue à l'ère de l'IA, ben, il y a 3 temps. On trie en 2 voies, la voie vérifiable, la voie assumée. On a l'ossature. Ensuite, pour la voie ouverte, ben, on peut préciser le type d'usage qu'on peut permettre avec les étudiants et comment le faire de manière éthique. Et ensuite, on fixe le degré d'autorisation. Si on suit ces 3 étapes, on a une façon assez nette d'évaluer de manière cohérente dans un contexte IA. Et donc, on a une petite feuille de réflexion. Hein. Qu'est-ce que j'évalue réellement? Est-ce encore pertinent? Qui l'étudiant doit-il devenir? La voie 1, qu'est-ce que je dois vérifier en direct? La voie 2, quelles compétences il y a développées? Quelle est la ligne rouge? Quelle preuve ce processus? Et comment je note l'utilisation éthique et transparente de l'IA par mes étudiants et étudiantes? Quelle documentation je vais demander et comment communiquer le cadre? C'est les 6 points essentiels en termes d'évaluation. Il y a un rapport qui est sorti avant-hier, j'ai rajouté hier ça me semblait intéressant. Perfect Storms, un rapport australien, qui parle vraiment de l'approche qualité, qui questionne à l'ère de l'IA la validité de l'évaluation. Parce que si l'usage de l'IA ne se vérifie pas, ben, qu'est-ce que prouvent encore les preuves? La parité de l'expérience, des règles différentes d'un cours à l'autre, des détections biaisées. Donc, il faut aussi avoir une approche programme, avoir un consensus dans un programme d'université autour de je sais pas, la maîtrise d'anglais, par exemple, ici, ou la maîtrise de FLE. Ben oui, pas tel cours, mais tous les profs, c'est quoi votre position à vous? Ben, se dire que finalement, l'apparition de l'IA, elle va éroder la confiance, parce si on fait l'apologie de la triche et qu'on considère que nos étudiants sont des tricheurs, donc il y a un rapport de confiance qui se casse, c'est dangereux. Les compétences fondamentales, ben oui, il y a un diplôme qui ne mesure plus les compétences, ben il perd sa valeur. Et puis, il y a 2 bouquins en France qui sont sortis en disant ça ne sert plus à rien de faire des études universitaires. C'est une grosse bêtise, mais voilà. Et puis, les conditions de réponse, les formats visés sont les plus coûteux en temps. Et donc, faire des oraux partout ou des trucs surveillés, on n'a pas les moyens.
On n'a pas assez de surveillants. Et donc, il faut faire attention à ça. Et puis, aller de soutien à la régulation, former, intégrer la voie étudiante, assumer la cohérence, s'appuyer sur des chartes. Et puis, voilà un petit peu, moi, le schéma que je demande à suivre à tous les enseignants que je conseille. Et c'est un petit peu ce qui récapitule tout ce qu'on a dit ensemble. Maintenant, c'est à vous. Donc, Praxia est disponible. Vous pouvez le parcourir. Il y a pas mal de ressources qui sont disponibles. Le conseiller IA peut vous donner de vraiment très bons exercices pour entraîner l'IA dans vos cours. Mais encore une fois, il va vous demander beaucoup de contexte. Mais en tout cas, il est entraîné sur de bonnes choses. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, ben, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin et qu'on peut passer la parole à d'autres questions. Oui, merci beaucoup Jean-François pour son intervention. Ces exemples, des allers-retours entre théorie, exercice, pratique, etc. Maintenant, c'est le temps de questions-réponses. Il nous reste à peine 10 minutes, voilà, un peu de temps. Euh, je priorise les questions de vive voix. Si les participants présents dans la salle à l'Université pédagogique, vous avez des questions, par exemple, ou bien en ligne, de vive voix ou par le chat. Bon, je commence la première question qui est toujours la plus difficile. Une, une question qui a été posée à l'avance lors de l'inscription. Euh, quel rôle l'IA peut-elle jouer positivement dans l'évaluation des apprentissages des étudiants, comme le feedback personnalisé, la correction assistée, l'analyse des données d'apprentissage, etc. Alors, il y a plusieurs champs que tu mentionnes qui sont intéressants. On l'a dit tout à l'heure, au niveau de l'opportunité, c'est quelque part mettre la focale sur le processus autant que le travail final. Ça, il me semble qu'on en a parlé assez. J'aime bien l'entrée que la personne mentionne en termes de données. C'est clair qu'on n'utilise pas beaucoup les données. Quand on utilise Moodle, par exemple, on se rend compte que les rapports Moodle sont extrêmement complexes. Donc, moi, je suis en train de développer un petit, j'exporte les logs et j'ai un projet Claude qui anonymise, évidemment, j'anonymise le fichier, je ne vais pas de nom, mais je suis en train d'avoir de rapports d'utilisation de Moodle extrêmement pointus, ce qui fait des catégories d'étudiants, là où ils se trompent, là où on peut intervenir. Et donc, ça nous donne finalement, l'IA peut nous permettre d'avoir un retour assez intéressant sur les usages de nos étudiants, des ressources qu'on met en ligne, et donc peut-être de les aider à bon escient. C'est clair que la variété des feedbacks et la qualité des feedbacks, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Pouvoir avoir des interfaces dans lesquelles les étudiants peuvent pas uniquement les feedbacks sur des QCM, mais des agents IA, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais les agents IA doivent être entraînés par l'enseignant sur un corpus de documents donnés par l'enseignant. Mettre un étudiant sur ChatGPT, c'est un peu dangereux. Par contre, en créant un agent GPT ou un agent Claude soi-même avec un corpus déterminé et une intention de comportement clairement définie, là, en effet, on a beaucoup de richesse en termes d'évaluation au service des étudiants et étudiantes. Par contre, je rappelle, on peut faire, il y a Moodle qui a un pass comme ça actuellement, on peut faire de la correction de travaux de dissertation automatique avec Moodle, avec l'IA, mais dans le cadre de l'évaluation formative. Moi, je suis absolument contre l'utilisation de l'IA dans l'évaluation certificative. C'est un acte important, ça donne une note, ça valide un critère administratif et académique, donc c'est l'humain qui doit valider. Donc, on n'utilise absolument pas l'IA pour la correction de travaux qui donnent des notes. Voilà. Merci. Vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y a une question dans le chat.
de quelle manière l'évaluation peut-elle intégrer les disparités d'accès aux outils d'intelligence artificielle? Alors, les disparités d'outils, ça fait partie des problématiques et d'un pays à l'autre, en fonction des disponibilités des choses, c'est problématique. Ce qu'on voit en Europe actuellement, c'est que les étudiants sont un peu malins. Ils utilisent des abonnements qui se partagent. Il y a quand même certaines IA comme DeepSeek, l'IA chinoise, qui est très performante pour pas mal de choses et qui permet de faire beaucoup de choses avec un compte gratuit. Par contre, ce qui me paraît important aussi, je pense qu'on peut quand même trouver des solutions euh, qui sont équitables pour tous et toutes en leur proposant des accès à des outils, même gratuits. Par contre, il faut les sensibiliser au fait de ne pas mettre de données personnelles et il faut les sensibiliser au fait des règles. Un article qui est un article payant ne peut pas être mis dans un chatbot. C'est une enfreinte, c'est une infraction légale. Et donc, si vous demandez de résumer un article à une IA, si c'est un article public qu'on peut télécharger gratuitement, oui. Si c'est un article payant, non. Un scan de livre, non plus. Et donc, je pense que c'est plus une question aussi d'éduquer sur les aspects légaux et les respects des règles de propriété intellectuelle, plus que sur l'accès, parce que je pense que l'accès, avec les choses notamment comme DeepSeek ou Mistral, on arrive à avoir des choses très correctes qui sont gratuites. Maintenant, il y a se pose l'accès de la bande passante, de l'accès aux machines, mais ça, c'est un autre problème qui existait déjà auparavant. Merci. Une autre question. Écoute, quels critères permettent d'évaluer équitablement les productions des apprenants à l'aide d'IA? Alors, si on choisit les voies qu'on a dit tout à l'heure, avec des voies vérifiables, on va vérifier que le socle essentiel de mon cours est vérifié et validé. C'est ma mesure, elle est éliminatoire. Et puis, dans les travaux, en fonction de vos travaux, comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'IA intervient, ben, vous allez devoir mesurer la capacité de l'étudiant et de l'étudiante à rester agent via ce journal de bord, via les traces dans le processus qu'il va vous donner. Et du coup, quelque part, l'utilisation cohérente de l'IA, de bons outils pour les bonnes tâches, la vérification, le regard critique, l'aspect réflexif sont des choses qui deviennent des choses que vous évaluez aussi. Et donc, dans un travail maintenant, la partie savoir contenu va peut-être, je sais pas, moi, si moi je décide qu'elle compte pour 70%, les 30% que je donne aux autres, c'est l'usage de l'IA et la capacité d'utiliser l'IA de manière transparente, équitable, éthique et intellectuellement bien avancée. Et donc, voilà un petit peu comment je vois un petit peu comment je vais évaluer équitablement les choses. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je ne vois pas de réaction en ligne ni dans la salle. Nous sommes à 16 heures pile. C'est le côté suisse. Donc, très bien. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire pour voilà, transmettre à l'intervenant et pour trouver d'autres opportunités pour le solliciter à nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre patience, votre participation, votre présence jusque-là. Merci beaucoup à Jean-François avec son engagement, avec ses trois interventions très enrichissantes, très structurées et qui donnent beaucoup de réflexion et de pistes pour nos enseignants afin de trouver la meilleure solution d'utiliser l'IA dans le cours, dans le métier. Ça s'arrête aujourd'hui, mais j'espère que dans l'avenir, pouvoir vous recevoir encore nombreux dans d'autres activités autour de l'IA et de la transformation numérique.
menée par l'AWF. Je vous invite pour toutes et tous les participants qui sont encore en ligne, vous activez vos caméras et on va faire une capture d'écran de souvenir de cette quatrième session comme les précédentes. S'il vous plaît, voilà. On voit de beaux visages. Voilà. Très bien. Souriant, souriez. 1, 2, 3. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et une dernière session de cette série webinaire, mais dans 2 semaines. Donc, le 28, je crois. Oui, le 28. Le 28, on va passer de l'autre côté de l'université. On va voir comment dans les entreprises, l'IA est utilisée avec les deux intervenants venant des entreprises franco-vietnamiens. Donc, merci de votre patience aujourd'hui et à bientôt dans 2 semaines avec les collègues qui se sont déjà inscrits pour la session 5. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.